C'est une synthèse, un tableau de synthèse. Voilà, c'est des données de l'OCSE. Donc, le système sanitaire en italien, dans son ensemble, il a une part assez modérée par rapport au PIL. Ça arrive à 8,5% de notre produit intérieur brut. La France investit beaucoup plus dans le domaine de la santé. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, le système de santé italien, dans certains classements, résulte de façon positive, parce qu'on n'investit pas énormément, pour ne pas dire peu, mais on a de très bons résultats sur la santé. Oui, par exemple, de tout ce qu'on voit quand on voit la comparaison avec les pays de la Méditerranée. Vous voyez qu'on on a investi beaucoup plus sur le public par rapport au privé, qui est beaucoup plus restreint. On compte les frais de santé pour chaque personne, et vous voyez qu'on est là aussi, on est beaucoup plus restreint. Et la majeure partie du poids, c'est les impôts. Donc, voilà, il a le citoyen italien a à peu près 1 900 € de frais, justement, pour alimenter. Non. Donc, ça part des... Andiamo più piano per poter agevolare anche la traduzione. Pour on parle justement de ce qui sont les coûts privés, ça représente justement un des points faibles, des points. Vous voyez que, par exemple, tout ce qui est la dépense française et la dépense italienne sont vraiment aux antipodes. Parce que dans notre pays, l'intermédiation, c'est des frais. Par contre, le poids pour les familles, c'est le poids auto-pocket. C'est-à-dire pour là, c'est un point interrogatif pour les défis du futur, justement. Parce que, oui, ça semble tout le train de que si on voit les dernières années, on a eu une crise financière et donc ça a augmenté les inégalités qu'il y a eu entre ce que dépense chaque famille et ce que dépense le privé. Vous voyez dans le détail, vous voyez le service de santé national. Oui. Vous voyez le pourcentage, donc ce qui est la dépense privée, moins de 30%, elle est représentée par le 87,5% de payer directement dans ce qu'ils appellent l'auto-pocket, payé par les familles de leur poche. Donc, et ils ont une très petite part qui est les assurances, les fonds de la santé, une très petite part. Donc, c'est pour la nécessité de transformer et de donner de nouveau un autre aspect à ce service de santé national. Avec la crise financière, ces dernières années, a eu des difficultés pour garantir la relation entre la soutenabilité économique et financière et la nécessité de pouvoir être perméable à l'innovation technologique, aussi bien dans les médicaments ou les dispositifs, les nouvelles technologies, même celles qui sont en dehors du monde de la santé, qui ont un impact. Et il faut prendre en considération dans la programmation des exercices sanitaires. Si on fait un tableau synthétique si on voit les documents qui sont de l'OMS, oui. Donc, les documents monothématiques sur chaque système sanitaire, nous représentons ce que le service de santé nationale qui est né en 1978 comme caractéristique, c'est d'avoir un niveau central de programme, donc qui est formé par le ministère de la Santé et par les agences de la santé qui soutiennent la programmation centrale, qui fait donc des niveaux centraux d'assistance et dans la corniche des plans nationaux. Donc, ils ont cet aspect
commun, donc avec les deux provinces, les plus provinces autonomes, et un niveau intermédiaire qui est donné par les régions, parce qu'à partir de 2001, avec la modélisation de notre Constitution, les régions ont eu plus d'autonomie de gestion dans divers domaines, y compris celui de la santé. Par exemple, la gouvernance effective, c'est-à-dire l'organisation et la gestion des services sanitaires, a été passée de données transférées aux régions mêmes, donc avec les assesseurs, par exemple. La référence, c'est l'assesseur Saïka, et ils sont responsables de la planification, de la provinciation, qui est donc sur les différentes entreprises, établissements sanitaires, qui fournissent des services d'hôpitaux et des services de prévention, de continuité de l'assistance garantie par le territoire pour avoir l'assistance sanitaire primaire principale. Oui, je voulais faire voir, vous mettre en évidence, voilà, en bas. Non, je voulais mettre en évidence en bas la relation, ce qu'on appelle rapport avec les citoyens, ce n'est pas référé avec les hôpitaux directement, mais à différents organismes dans le domaine de l'assistance sanitaire primaire. Et toutes les articulations du territoire, en particulier le district et les entreprises sanitaires locales. Donc, c'est eux qui font les collecteurs qui garantissent la continuité des soins du début de la prévention avec la réhabilitation. Et donc, depuis 1968, c'est une couverture des besoins de santé d'ensemble. Spero che sia facilmente traducibile nelle poche spiegazioni che vengono date. Un breve filmato. Oui, on vous fera faire un film, un petit film pour voir de ces 40 ans. On en fait pour fêter cet anniversaire en décembre 2018 avec le président de la République, Sergio Mattarella, avait l'ambition, justement, en 7 minutes, de raconter l'histoire de notre service national avec toutes les valeurs qui en représentent encore aujourd'hui les principaux guides d'actualité. Dans octobre 1347, Messine, 12 bateaux de Gênes arrivent justement avec des... C'est la peste qui a décimé toute la population. L'Italie est la première à être frappée. Et tandis que la médecine ne trouve pas de solution, le seul réconfort pour l'âme, c'est la religion. C'est souvent les crises plus graves qui font pousser justement les semis du progrès. Dans cette période, les villes italiennes étaient parmi les plus florissantes d'Italie et les plus évoluées dans le monde institué. Parce que tandis que les médecins étaient impuissants, les gouvernements ont réagi et pouvaient être aussi la première législation organique en matière de santé. Donc ces règles, comme la quarantaine, sont encore adoptées aujourd'hui dans le monde entier. En Italie, une approche normative de règles et dont ça se manifestera plus en avant dans la deuxième partie de l'après-guerre. Mercredi 5 juin, après heure de publicité, les premiers résidents du Rusander. Donc les éditions Théron. L'Italie est devenue une république. L'Assemblée constituante, à sa première réunion, justement, on commence les votations pour la nomination du président. C'est le socialiste Saragat qui a été élu avec 400 voix. C'est pour lui l'honneur de diriger les séances où uscira les lois du nouvel État républicain. 31 décembre, la République italienne doit avoir et aura sa propre loi fondamentale.
Et voilà, 70 ans, il y a 70 ans, des hommes qui étaient d'accord sur rien que sur le fait de s'entendre ont donné à notre pays une des plus belles cartes de possibilité, justement dans le soin de la santé, dans la protection de la santé, mettait l'Italie à l'avant-garde, même dans le contexte international. La santé, en effet, même si elle n'avait pas été implantée jusqu'à maintenant, on est la carte de chaque dotation. Dans l'article 32, était un droit défini comme un droit fondamental pour faire justement de faire référence à l'Organisation mondiale de la santé qu'il avait écrit cette charte exactement il y a 2 ans. Mais la Constitution, c'est juste un bout de papier, disait Calabona. Donc ça valait aussi pour l'article 32. Pour commencer justement à mettre en œuvre ces mots comme un de ces pas il faudra encore un certain nombre d'années, 10. La naissance du ministère de la Santé de 1952. Oui, ce n'était pas un événement qu'on pouvait s'attendre. Il faut se demander pourquoi l'Italie a été en retard. Il y avait un conflit de compétences avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Et dans cette situation de conflit, on a créé, disons, dans le cas d'espèce, qui est assez souvent dans l'histoire d'Italie, qu'une bonne idée avant de devenir projet, il faut du temps. Et que le projet devienne une proposition, encore du temps. Et la proposition avant de devenir loi, encore du temps. Et la loi, quand elle doit être promulguée, mise en œuvre, il faut encore du temps. Déjà, au temps de Joly, on disait que c'était désolant, mais c'est aussi valable pour l'après-guerre et même pour l'actualité. Donc, le nouveau-né ministère s'est trouvé à affronter des problèmes, la guerre civile entre les organismes qui étaient générés parce qu'il y avait ces sociétés qui étaient nées, elles avaient initié à proliférer. Donc, il y en avait 64 au début, à 6 000 au début des 1900. Il s'était multiplié aussi pendant la période du fascisme par son corporatisme. Même si dans 40 ans, le régime avait tenté de le réorganiser en mettant toutes les caisses principales des organismes de prévoyance, en mettant ici une association de déposition et en mettant la contribution qui était versée, mettée volontairement. Malheureusement, ça a exclué tous les gens qui ne travaillaient pas de cette forme de protection. L'autre grand problème était les hôpitaux. Une honte civile, voilà que c'était défini en 1965, un reportage du journal Le Tempo, qui avait été publié dans le Livre blanc, qui dénonce vraiment le fait que c'est arriéré des hôpitaux et le manque de 205 000 places et la nécessité d'1 milliard de lire pour les rendre plus modernes. Donc sur cette onde émotionnelle qui avait produit par ce reportage et sous la poussée des grèves blanches qu'avaient fait les médecins, on est arrivé à la lège Mariotti, à la réforme du système hospitalier, qui enlevait le contrôle des hospédés et d'ambulatoires à tous ces organismes, justement. Donc ça en a uniformé la programmation et l'a donné aux régions. Et on mettait les frais, les dépenses à l'État. C'était 1968. Donc les années 70 ont été une des périodes plus intenses de la vie sociale, politique et institutionnelle du pays, qui ont été animées par différents mouvements hétérogènes entre eux, mais ils trouvaient souvent, justement dans la santé, une rencontre. Par exemple, l'antipsychiatrie de Basaglia, qui a eu un large consentement à l'époque, et l'anti-autoritarisme du système du mouvement étudiant, l'attention sur les lieux de travail, de la gestion par
participer, qui était demandée par les ouvriers, l'attention particulière à la santé de la part des femmes. Donc il a mûri donc une conscience collective du droit à la santé qui n'a pas trouvé de réponse dans ce système qui était... mais pour l'avoir, il faudra encore attendre assez longtemps. Mais ça arrivera justement en 1968. Voilà la confirmation. L'homme qui est mort, c'est Aldo Moro. Mais encore une fois, c'est justement dans ces années plus dramatiques de notre République, c'est la classe dirigeante qui donnera au pays justement une réponse éthique et sociale avec une démonstration de capacité de dialogue et de rencontre, et justement sur le thème de la santé. Donc on a approuvé à très grande majorité, le 23 décembre 1978, la loi institutionnelle du service de santé national, qui mettra encore une fois nos pays à l'avant-garde dans le contexte international, en s'inspirant à la récente conférence mondiale de Almata, en délignant un système qui était basé sur des principes d'universalité, d'équité et d'égalité, mais aussi globalité, contrôle démocratique, et une particulière attention à la prévention et au style de vie. La réforme de santé est une nouvelle politique de la santé avec le citoyen, utilisateur et gestant et gérant qui se réalise avec des structures démocratiques et qui veut justement diminuer, jusqu'où c'est possible, l'intervention sanitaire dans un sens traditionnel pour accueillir la défense de l'intégrité physique et psychique de chaque citoyen de façon plus totale et plus valable. La loi 833/78 a été, comme on l'a vu, le fruit d'un long et séculaire parcours d'évolution et aussi d'un travail complexe de médiation entre les différentes idéologies et sensibilités très différentes, qui a duré plus de 30 ans. C'est pour cela que cette loi n'a pas été bien évaluée au départ. Et au début, ce n'était pas une simple norme d'organisation, mais un acte législatif avec très haute valeur, qui, même s'il avait besoin d'un amortissement gestionnel périodiquement, qui était actuel de toute façon dans ces contrastes, un contraste très fort et un élément de cohésion territoriale et sociale très fort. J'espère que vous avez pu le séduire avec la rapidité du message qui était en italien. Donc, en décembre, quand on l'a présenté au ministère, c'est le moment où la plupart des citoyens italiens s'est rendu compte d'avoir quelque chose d'important qui existe depuis 40 ans, qui était justement le système de santé national. Les professionnels ont compris ces dernières années l'importance, on l'a vu justement des données, des importances qui caractérisent notre système, voire la majeure partie qui est de notre système qui est garantie justement par le système national encore, et les citoyens encore en Italie, entre guillemets, ils pensent que c'est encore juste, justement, se sentir que c'est normal. Donc, il faut qu'on ait aussi l'accès justement aux innovations. Il y a un changement très rapide vers l'innovation. Il est important de réussir à garantir une transformation de cette structure qui a été presque invariée depuis les années 2000. Pour avoir en 2001, on a eu un très simple changement avec l'autonomie, plus d'autonomie qu'on a donnée aux régions pour la matière de santé. Voilà, de modèle qui est plutôt anglais, justement, qui a pris du système sanitaire de santé anglais, qui est né en 1948, sont encore actuels pour garantir justement au pays tout ce qui est essentiel que la santé peut fournir et représenter, comme je l'ai dit. La caractéristique d'avoir dans notre santé, je vous disais que dans certains classements,
la santé italienne est aux premières places entre les ressources qu'on a investies qui sont mineures par rapport à la moyenne des autres pays, oui, ou en général dans la comparaison internationale. Par rapport aux résultats qu'on a, le samedi, par exemple, l'attente de vie justement pour les femmes et les hommes. Si on va par contre à mesurer dans notre système sur d'autres indicateurs, en particulier sur ceux liés à l'expérience que les patients ont justement des services, on voit des difficultés sur le niveau national, avec toutes les différences qu'on verra, justement par exemple entre le Piémont et la Sicile, et mettent en moyenne notre pays à un niveau différent. Mais tout ce qu'on a, on a une organisation qui est très ancrée sur la santé publique, donc qui est capable de garder de façon systémique tout ce que sont les composantes qui concernent l'assistance de santé, la prévention, le social sanitaire, à la réhabilitation, à la prise en charge. Voilà, donc toute cette organisation est restée, elle s'est renforcée dans le temps. Voilà, nous, on investit beaucoup sur l'assistante de santé primaire, donc toutes les organisations qui travaillent dans l'organisation de santé locale, pour leur donner justement ce qui est important dans la gestion aujourd'hui, dans la façon dont on affronte le défi des maladies dégénératives. Voilà. Quand on parle de territoire pour l'assistance nationale, on parle d'un certain nombre de services qui ont une interaction très complexe à l'intérieur des organismes de santé locaux. Dans la majeure partie des cas, cette réponse aux besoins de santé pour les patients, surtout le patient d'un certain genre qui a certaines maladies, donc en particulier avec les innovations qu'on a fait ces dernières années, qui ont mené la médecine générale à opérer en intégration, en intégrant des modèles qui puissent permettre justement une intégration de médecine générale dans notre territoire, en partant des formes plus simples, les agrégations fonctionnelles territoriales, à des modèles plus complexes, ce qu'on appelle les unités complexes de soins primaires, où il n'y a pas seulement les médecins de médecine générale, mais il y a un réseau opérationnel dans un espace bien défini et qui est reconnaissable par le citoyen, des spécialistes qui travaillent sur le territoire, qui prennent en charge le parcours intégré du cours, par exemple en cours du patient qui a par exemple différentes maladies cardiaques, diabète, pour voir quelles sont les nécessités pour sa pathologie. De ce point de vue, le défi pour qui travaille sur la planification, sur la programmation, c'est de continuer à défendre ce qui a été une conquête. Ça représente pour nous la réalisation d'un principe très important de notre Constitution qui a eu de l'effet justement avec la naissance de ça. Dans un moment, on l'a vu il y a quelque temps, on en a présenté avec l'ex-président. On a fait un livre qui s'appelle La tempête parfaite, qui pourra présenter tout ce qui sont les limites qui sont sur ce bateau, justement au niveau national, dans la tempête, justement. Donc, la situation où l'augmentation, par exemple, des maladies dégénératives, des coûts, des maladies cardiaques et tous les autres facteurs mettent en difficulté ce qu'est le parcours que notre santé devra suivre. De ce point de vue, on sait très bien, quand on travaille dans ce secteur, que l'augmentation des coûts des frais de dépenses de santé, nous sommes qui est en train d'aller à la rencontre plus de changements du modèle d'origine ou le modèle français avec assurance sociale. Mais le problème de l'augmentation des coûts
doit être affronté à travers une programmation efficace parce qu'il est souvent dicté par plusieurs facteurs, celle de l'augmentation des besoins de santé, donc de la demande, et aussi de cette arrivée de plus rapide de la technologie à l'intérieur. Voilà, quand on fait le trend, c'est voilà. Donc c'est ascendant comme dans le système, on peut le voir ces dernières années. Par contre, c'est marginal. Le poids en Italie, donc le poids des assurances dans l'intérieur de notre système. Si on voit une panoramique rapide pour les problèmes plus importants, on doit partir d'un concept très important pour les législateurs, pour les personnes qui font les programmations et les lois. C'est pour la lutte à les inégalités, justement. Parce que quand ils ont fait dans la régionalisation, ils ont donné plus d'autonomie aux régions, on a vu que malheureusement, dans ces pays, on a vu qu'il y avait une augmentation des inégalités. Comme indicateur macro, oui, l'attente de vie, les problèmes de santé. Et si on a pris voilà, si on voit les régions du Nord qui sont très rapides, donc qui sont aussi, équivalents, disons, de façon équivalente à tous les autres pays. Par exemple, les régions de Trente ou ces régions du Nord sont plus proches de la Suisse, par exemple, alors que la Sicile ou quoi sont... on voit un appauvrissement de la santé dans les régions. Et ça, c'est une question à analyser. Les résultats pour la santé, les différences qu'on trouve dans les différentes régions, c'est très important. Parce qu'un système de débat, c'est un système de débat national, c'est celui de fournir de plus en plus d'autonomie à certaines régions. Par exemple, trois, la Lombardie, la Vénétie et l'Émilie-Romagne, qui ont demandé de pouvoir être plus autonomes dans la gestion de leur financement, dans la programmation, la planification du personnel de santé, des professionnels, dans la définition de l'accès des technologies, surtout des médicaments, pour ouvrir la porte à ce qui devient pas une régionalisation, mais un régionalisme différencié, ou à l'intérieur du système sanitaire, qui voyage sur 21 des différentes vitesses, et les régions pourraient avoir la possibilité d'avoir la vitesse que chaque région peut avoir, en se détachant un petit peu de l'ensemble de la nation, du cadre national. Voilà, c'est un petit peu... C'est positif si on voit les résultats positifs que les régions du Nord ont obtenus, ont atteint. L'attente de vie, par exemple, ces dernières années. Dans certains cas, ils ont même complètement changé les conditions de départ. Par exemple, la partie oncologique, parce qu'on en avait plus dans l'année 2000 dans certaines régions du Nord, et au contraire, est devenu mineur dans ces 18 dernières années. Mais ces améliorations, qui dans une partie spécifique de l'Italie, ont eu comme contraste justement ça a empiré du côté des régions du Sud. Le contrôle central aussi, on a discuté des indépendances régionales avec ces plans de rentrée, c'est-à-dire au niveau central, le ministère de la Santé, donc, dans le cas où, justement, disons voilà, si on n'arrive pas aux résultats qu'on doit, de pouvoir mettre un commissaire dans les régions pour qu'il contrôle ce qui se passe au niveau de la santé à l'intérieur des régions. Ces commissaires donc sont envoyés par Rome pour qu'ils puissent régler les comptes. C'est ce qui est arrivé ces dernières années. Oui, c'est ce qu'on a fait dans ces régions. Voilà, disons que ça a réglé un petit peu tout ce qui est au niveau compte, mais ça a appauvri tout ce qui est
les résultats de santé dans ces régions. Donc, ça a réduit les coûts, mais souvent, ça a oublié justement que oui, justement, ça a fait des coupes au système sanitaire. Oui, mais vous discuterez ces jours-ci des expériences nationales. L'important, étant donné que vous avez l'intérêt sur d'évolution et cette OMI régionale dans un cadre national, on est encore en train de discuter sur quel est le niveau maximum d'autonomie qu'on peut accorder à chaque région. En ce moment, les 20 régions puis les 2 provinces autonomes ont une autonomie de gestion qui leur permet de couvrir jusqu'à 30% de ce qui est la dépense pour la santé. Et d'autres régions pourraient avoir une indépendance totale pour ce qui est les impôts que paye justement la population qui vit dans ces régions, pour pouvoir garantir les services indépendamment de ce qui est le cadre de programmation qui est dicté par Rome, donc pour avoir une indépendance majeure par rapport à celle actuelle. Voilà, à l'heure actuelle, en effet, ce qui arrive, c'est que les régions doivent quand même réorganiser leurs services dans le respect des niveaux essentiels des besoins qui sont au niveau central, les prestations, les services qui doivent être garantis dans toutes les régions et qui sont mesurés à l'heure actuelle, justement, pour pouvoir donner, disons, le feu vert à certaines régions. Donc, le maximum d'autonomie d'organisation et de gestion dans les régions, mais en relation en mesurant la garantie des niveaux essentiels d'assistance qui sont mesurés tous les ans par une commission du ministère de la Santé. En Italie, on est en train de discuter si 3 régions pourraient améliorer leur autonomie qu'ils ont déjà depuis 2001. Le point d'interrogation c'est est-ce que ça peut améliorer ou empirer les inégalités? Et on est en train justement de mesurer et qui sont présents dans notre système, comme on le sait bien. C'est particulièrement important si on considère un des grands défis, justement, au niveau global, mais en particulier, c'est celui des maladies chroniques et dégénératives. Alors, la relation qu'on produit à notre relation, on sait que le ministère de la Santé, 40% de la population italienne souffre atteint de deux ou plus pathologiques. Donc, des patients chroniques qui sont présentes avec plus de conditions dans la même personne, qui sont liées donc à la longévité, bien sûr, en fait, de l'âge qui avance. Donc, ce tableau, il représente un point justement pour programmer justement les services sanitaires qui soient capables justement d'affronter cette situation avec des parcours intégrés en dehors de l'hôpital. Donc, avec le médecin de médecine générale, pour garantir des parcours intégrés du point de vue social et de santé qui prennent en charge le patient qui est atteint, par exemple, par le diabète, pour répondre de façon précise, avec une médecine de précision, à ce que sont les besoins que le patient exprime. Et le plan national de la chronicité a été mis en place justement en accord avec les conférences de l'État et des régions. Ça représente le cadre dans lequel les 2 dernières années, on est en train d'organiser nos services. Il y a 4 faits importants principaux dans la programmation qui ont permis aux régions et sont en train de demander aux régions de stratifier la population d'un point de vue sociodémocratique et à travers différentes méthodes. Par exemple, au Piémont, on fait d'une façon et dans d'autres régions d'autres. L'objectif est de comprendre en stratifiant quel est le besoin de santé. Combien de patients diabétiques, par exemple, existent au Piémont? À l'intérieur de ces patients, combien sont des patients
qui ont un niveau léger ou un niveau moyen ou un niveau sévère, selon la gravité de la pathologie, pour le niveau d'absorption des ressources qu'il faudra mettre en œuvre. Donc, du moment qu'ils ont mis mis en place ce système, c'est pour photographier de la façon la plus possible la population. Le deuxième point, c'est la prise en charge. La programmation des services qui soient capables de prévenir les besoins de santé des patients avec diabète ou des problèmes cardiaques, en travaillant beaucoup en dehors de l'hôpital dans les services pour éviter de l'hospitalisation et en garantissant une assistance qui soit justement qui se déroule dans le district sanitaire ou même au domicile, pour être toujours plus en dehors de l'hôpital et plus proche du patient, plus proche de l'habitation du patient. Et le point 3, c'est la définition d'un parcours de soins spécialisé. Donc, créer des parcours de thérapeutique et d'assistance qui est très importante pour améliorer la qualité de l'assistance, mais c'est très difficile de faire en dehors de l'hôpital. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et ce plan, justement, national est en train de stimuler les régions à travailler sur ce point. Et donc, voilà les points d'accès, oui, qui permettent de définir au moment où on fait le tableau du patient chronique, des plans personnalisés pour chaque patient. Ça représente un changement radical de la mise en place qu'on a eue jusqu'à maintenant dans nos régions, dans nos entreprises de santé, dans lesquelles on essayait de gérer la pathologie à travers ce qu'étaient les accès à l'hôpital, pour un motif de coût, mais aussi pour les caractéristiques des pathologies chroniques et dégénératives ces dernières années. C'est très fort au niveau de l'assistance sociale sanitaire de premier niveau, en travaillant sur la gestion de plans personnalisés. Oui, pour la personne, la famille, justement, qui l'aide en travaillant aussi là-dessus, sur cette partie. Voilà, chaque région a reçu ce plan et ils sont en train de mettre en place à travers des délibérations, justement, un plan justement régional sur la chronicité. Quelqu'un avait travaillé juste après la sortie de ce plan et d'autres avaient déjà travaillé en avance avec des modèles différents. Des modèles de prise en charge de la région Lombardie est différent, par exemple, de la modèle de la prise en charge de la région Vénétie, et par exemple différent de celui du Piémont, qui est celui qui est en train de travailler en plus étroit contact avec ce que dicte le plan national. Donc, chaque région est en train de s'engager là-dessus, mais avec des vitesses, vous le voyez, différentes. Donc, les meilleurs sont en train d'arriver assez rapidement à atteindre leurs objectifs, et même sont déjà opérationnels. Et d'autres, par contre, qui sont restés encore à la programmation d'avant cette loi. Et ça représente, en intégrant des éléments plus complexes liés à la santé, basés sur la valeur, la nécessité au niveau central de construire des systèmes sociaux et d'assistance par pathologie, qui est la nécessité de construire des réseaux avec des sujets, justement. Par exemple, avec la santé privée aussi, par exemple, la publique et la privée, pour répondre aux mêmes problèmes de santé selon le cadre opérationnel de ce plan de chronicité. De la même façon, la nécessité aussi de définir des modalités Voilà, par exemple, c'est possible aujourd'hui avec ce plan national, oui, des résultats de rapports qui permet aux opérateurs, justement, professionnels de la santé, de pouvoir avoir accès et visualiser les données par pathologie
pathologie de chaque hôpital ou de chaque entreprise de santé pour avoir un rapport, une comparaison avec ceux du niveau national. Donc au niveau régional, pour mesurer justement cette photographie qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire la stratification pour besoins de santé par rapport aux services qu'on garantit effectivement à l'intérieur de chaque région. Donc le niveau de mesurabilité a été un des éléments d'innovation de notre système national qui s'est développé ces 6 dernières années. D'autres plus importants qui ont modifié la structure que vous avez vue, justement, qu'on avait raconté aussi dans le vidéo, dans le film, donc ont été représentés par les interventions par rapport aux lignes directrices, par exemple des lois de Gelli de 2017, qui a amené la constitution d'une banque de données, une très grande banque de données, avec les lignes directrices qui permettent la coopération avec la partie scientifique des référents institutionnels, des pouvoirs publics, donc, pour créer et favoriser une bonne pratique clinique à l'intérieur des hôpitaux. Ce que représente la loi Balduzzi, donc c'est le niveau de coopération au niveau central et le niveau régional pour définir les formes opérationnelles d'intégration de premiers soins, donc les fonctions territoriales et les modèles complexes qui permettent de pouvoir structurer la santé en dehors de l'hôpital avec d'autres importantes interventions liées, par exemple, liées à la formation ou l'amélioration de la culture des professionnels pour une bonne pratique clinique. Pour en arriver à un autre point, de la criticité de notre système, vu aussi à l'intérieur de la province européenne, oui, la programmation du service sanitaire, un service sanitaire national comme celui italien, a l'obligation de programmer, de planifier de façon appropriée la quantité et la qualité des professions de santé, donc des professionnels, donc, que ce soit les médecins ou autres. Et donc, chaque région doit garantir pour chaque population. Donc, ces dernières années, ça a été fait de façon appropriée, tellement que ça a créé dans notre pays la nécessité de définir des modalités d'émergence qui sont en train d'émerger. Et on en discutera ces jours-ci, vous en discuterez vous ces jours-ci, parce que justement en Italie, il y a un manque de médecins, mais d'infirmiers et aussi d'autres professionnels. Pas un manque d'ensemble, mais un manque entre les relations non garanties des jeunes qui ont à peine eu leur diplôme et les possibilités de spécialisation. Parce que les normes européennes à l'intérieur des systèmes de santé, il n'y a que des professionnels qui aient déjà eu leur spécialisation. Donc, où il y a eu une alarme en Italie, par contre, justement par le nombre de médecins qui devraient être garantis dans les prochaines années, justement par les personnes qui vont à la retraite aussi ces dernières années. Et surtout, il y en a beaucoup en cette dernière période. Et justement, le rapport qu'il y a entre le nombre de médecins infirmiers, voilà, moi je vais essayer de vous le cibler. Dans ce cas-là aussi, il y a une différence très importante entre les différentes régions, entre la relation existante entre le nombre d'infirmiers et de médecins. C'est un indicateur très clair, dans certains cas, de la non-programmation centrale qui a été faite, qui a amené les régions à trouver des modalités différentes pour garantir justement l'assistance et l'opérationnalité de leurs services, en pouvant compter justement sur un nombre pas assez programmé d'assistantes. C'est un objectif très important, ça, au niveau européen, justement.
à tel point que depuis quelques années, et on a à peine mis en œuvre ce deuxième mandat sur la programmation des lois de santé à l'intérieur des pays membres de l'Europe. Et l'Italie en était une partie responsable de la partie des méthodologies de programmation. Et voilà, ça a amené cette dernière année à développer une méthodologie plus ancrée à la partie sociodémographie pour pouvoir garantir, comme je disais, une programmation de qualité et de quantité qui peut définir non pas un nombre de médecins en général, mais de combien de gériatres, combien d'oncologues, combien de professionnels pour les besoins de santé que j'ai doivent être formés, doivent avoir accès aux services de nos entreprises hospitalières. Un autre point important et qualifiant pour notre santé dans cette dernière période, c'est par rapport à la santé globale. Non pas pour une volonté pour faire une évolution de nos services d'une certaine façon, mais pour la nécessité de répondre à des problématiques comme celle de l'immigration. Voilà la première relation qu'on a présentée il y a quelques semaines pour l'Organisation mondiale pour les régions européennes, pour rappeler les stratégies pour la capacité de pouvoir voir la santé comme un effort compléssif d'ensemble, pour justement l'analyse des facteurs par rapport à l'immigration, pour voir voilà, les renforcements de l'assistance primaire de base. Quels sont les facteurs qui garantissent la soutenabilité des systèmes? Ça a garanti une réponse très forte aux défis de l'immigration qui, ces dernières années, les pays qui sont sur la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et même la France, ont dû affronter et qui sont encore en train d'affronter pour garantir une assistance sanitaire de premier niveau qui soit capable justement d'embrasser dans un défi de santé globale pour pouvoir fournir avec des nombres, des chiffres très importants qui ont été affrontés justement parce qu'il y a un service de santé capable de répondre sans considérer au moins au premier impact les coûts de l'assistance. Les perspectives par rapport avec ce régionalisme différencié. Et voilà, ce qui est présent sur le table du ministère, c'est de garantir une structure, un service de santé public qui respecte, dans le respect les innovations technologiques qui sont en train d'arriver. Un exemple, par exemple, les nouveaux traitements technologiques ou la réingénieration de notre système sanitaire. Par exemple, innovations qui ont des coûts très élevés, qui sont disponibles et accessibles pour les patients de différents pays. En Italie, c'est encore en phase de négociation parce qu'ils ont des coûts très élevés. Et étant donné le cadre de nos systèmes, ils doivent être garantis donc par 116 milliards d'euros, donc ce qui est la partie de la santé publique en Italie. Donc pour le faire, c'est un défi que toutes les régions, avec des investissements, donc des services à faible valeur ajoutée, pour réorganiser, pour économiser et avoir de nouvelles ressources au niveau local, selon les nouveaux objectifs, la possibilité de garantir avec ces nouvelles technologies au niveau régional, donc pour les citoyens de ces différentes régions, donc de réorganiser et définir à travers ces nouvelles méthodologies les niveaux de base d'essentiels d'assistance. C'est les conquêtes qu'on a eues il y a quelques mois. Le ministère a voulu ouvrir
sa capacité de définir et de mettre à jour les niveaux de base essentiels d'assistance qui doivent être garantis par la santé publique aux citoyens qui sont résidents en Italie, à toutes les personnes qui en ont besoin, à travers un mécanisme, une méthodologie qui est ancrée sur les principes de cette technologie, à travers une transparence et une implication du point de vue des patients, de toutes les personnes et les donneurs de soins, avec des mises à jour, des formations, sur la base des coûts, la relation entre coûts et efficacité. C'est une solution importante au niveau central, a été définie et permettra de pouvoir mettre à jour et répondre aux exigences, pour avoir une réponse rapide aux exigences qui arrivent du marché, marché des innovations pharmaceutiques, en utilisant et en travaillant beaucoup. Et je sais que vous êtes en train de faire énormément là-dessus, avec ces plans de gestion que vous avez. Ce que le ministère de la Santé a fait dans la dernière partie de 2018, c'est essayer d'intégrer avec les différents databases ou les prestations pour chaque patient, chaque type de patient, pour mesurer avec une santé basée sur la valeur, les résultats de la santé par pathologie par rapport aux coûts pour chaque patient qui doivent être investis au niveau régional. Voilà. Et pour différencier le niveau de prévoyance et le niveau sanitaire. Voilà, par exemple, la même chose que l'État fait pour les retraites. Une intégration donc par le ministère de la Santé et de façon prévoyance par les caisses de prévoyance qui garantissent le paiement des retraites, pas celle par exemple d'invalidité, pas tellement pour celle bien sûr de l'ancienneté, de vieillesse. Ce travail sur l'analyse des données, il y a énormément de ce que nos régions sont en train de faire pour ces pathologies justement chroniques et dégénératives, pour construire des systèmes qui intègrent, disons, pour réintégrer aussi ou réorganiser les systèmes intérieurs pour répondre aux besoins de santé. Ça représente la réponse italienne, oui, au dicton pour travailler non sur l'amélioration de la santé en elle-même, mais une meilleure allocation des ressources, justement, sur que sont les santé, en se basant sur ce que sont les santé de la population, dans une optique de population en général, pour renforcer les niveaux d'assistance primaire et pour tout ce qui est la prévention et la prise en charge des personnes qui ont un risque élevé, qui représentent un risque, pour limiter justement l'accès à l'hôpital, en limitant l'utilisation de l'hôpital à des activités pour les soins des patients en phase aiguë. Un point important justement de notre agenda politique, c'est celui du digital, de tout ce qui est le numérique. Tout le learning, l'intelligence artificielle, travailler pour, disons, combler ce fossé qu'il y a entre les besoins et les services qui doivent être offerts par nos systèmes de santé nationale, pour rendre plus rapide cette télémédecine qui dépend beaucoup de combien seront entreprenantes chacune de ces établissements de santé locaux. On n'a pas encore une réponse homogène sur tout le territoire pour l'instant au niveau national. Et de ce point de vue, les objectifs de l'année dernière, par exemple, on a essayé d'intégrer dans tout ce que sont, voilà, comme support au programme national de la santé du ministère, pour faire un effort de nos services de santé
pour garantir des réponses à un besoin indifférencié par rapport à des services programmés spécifiques sur des problèmes spécifiques de santé. Voilà, alors il y a d'une partie pour les besoins, répondre aux besoins homogènes et de l'autre côté pour représenter aux besoins plus spécifiques. Et toujours en regardant ce que je dépense et ce dont le patient a besoin. Donc ça représente, ces derniers points, c'est l'objectif qu'on est en train d'essayer de développer, y compris les inégalités aussi. On a une agence, l'AGENAS, qui est notre agence nationale, pour la mesure justement de la qualité, pour fournir justement un tableau plus précis, le plus précis possible, et des données justement avec la création de réseaux pour les pathologies, pour aider les régions pour programmer, pour planifier des services ponctuels, efficaces pour chaque problème de santé, et puis en essayant aussi de créer, et ça c'est très important pour le système de santé comme un système comme le nôtre, de fournir des compétences de direction, de management, qui soient. Parce qu'à l'intérieur de notre vocation, un certain nombre de ces décisions qui sont prises, un grand nombre pour le patient ou ce qui concerne le patient ou pour l'interaction. Parce que ça, c'est l'important. Le management est celui qui a la relation justement avec directement les dépenses qu'on fait. Et ça, c'est ce qui détermine beaucoup de l'impact des coûts qu'il faut être mesuré et contenu, de plus en plus limité par rapport aux résultats que l'on produit dans le domaine de la santé. J'arrêterai ici.